Bonjour à tous. Alors c'est dans ce petit coin de nature où je me suis décidé à me balader en espérant qu'il fasse beau, mais visiblement non seulement c'est pluvieux, mais il y a du brouillard, mais c'est beau. C'est aussi un petit peu bruyant, et puis en plus j'ai oublié mon micro-cravate, mais on va se débrouiller avec ça. J'ai fait du chemin, donc on va en profiter. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ça serait amusant de vous parler d'un sujet qu'on aborde assez rarement, très rarement même, que ce soit sur certains sites, sur certains forums ou quoi. C'est tout simplement de la pause à donner à vos mechas, voire la mise en situation même de vaisseaux spatiaux ou de véhicules. C'est un sujet qui est assez peu abordé, mais qui, selon moi, est quand même assez important, surtout quand il s'agit de méca, et de méca, j'allais dire humanoïdes, mais pas que. Parce que tout simplement, une position, peut être passive, peut être dynamique, peut raconter une histoire. Et donc, moi, il me semble quand même assez important, non seulement d'aborder le sujet, mais surtout d'appliquer un certain nombre, non pas de règles, mais de façon d'agir pour que son méca soit finalement placé de la meilleure façon possible, en tout cas tel que vous l'envisagez et tel que vous l'imaginez. Donc c'est quelque chose qui me semble important à aborder, parce que trop souvent, quand je vois des œuvres, des maquettes montées, peintes, parfois avec talent, et ce qui manque souvent, c'est tout simplement la façon d'exposer les objets en question. Et je parle de maquettes, mais en fait c'est valable aussi pour les jouets. Je trouve ça quand même assez extraordinaire de voir que des personnes qui ont des action figures, des figurines articulées en plein de points, soient incapables de comprendre que l'exposer comme si c'était, et je le dis avec amour, un Playmobil, ça le fait pas. Voilà. Même les Playmobil ou les figurines de Lego, on peut les placer de manière à raconter une histoire, de raconter tout simplement ce qui se passe dans un milieu donné, éventuellement dans un diorama. Donc voilà, c'est quelque chose qui me semble important d'aborder. Alors la première chose, bien évidemment, c'est de se dire que on est forcément limité par la qualité de la maquette ou du jouet que l'on a entre les mains. Ça sonne comme une évidence, il faut le préciser. Je le précise parce que par exemple je pense immédiatement aux fameuses maquettes First Grade, très peu articulées, très faciles à monter, à faire, mais qui sont rarement dans des poses dynamiques, voire jamais. Soit on peut les placer, comme je le fais souvent, dans un hangar, dans un milieu où forcément, comment dirais-je, l'aspect dynamique n'est pas possible, ou du moins fait encore moins réaliste. Mais voilà, il y a des petites choses où on comprendra que faire des poses raides pour les bras, les jambes quand il y en a, ça aide pas à rendre la situation sympathique à l'œil. Donc il faut toujours s'arranger pour plier un peu les bras, plier un peu les jambes, voire en fait au lieu de les mettre droites comme ça, même si elles le sont assez rarement dans ces maquettes là, on peut carrément les modifier, non pas pour les plier dans le sens de la marche, mais carrément un tout petit peu dans le sens inverse. Mais surtout c'est au niveau du bassin que ça va se jouer. Si vous mettez les jambes comme ça, toutes droites,
ça ne conviendra pas. Donc il y a un truc tout bête à faire, et si c'est possible avec les articulations, parce qu'il y en a au niveau du bassin, vous écartez simplement un petit peu les jambes. Il faut que les pieds soient, je vais pas dire le plus écarté possible, hein, on va pas faire une pause à la Jean-Claude Van Damme, mais déjà si vous écartez un petit peu les jambes, c'est déjà pas mal. De même, les pieds, il faut pas qu'ils soient parallèles, il faut qu'ils soient un petit peu éloignés l'un de l'autre, vers l'extérieur. Vers l'intérieur, ça le fait pas, mais vers l'extérieur c'est déjà pas mal. Et ensuite les poings, si vous les laissez comme ça tout droit aussi, ça le fait pas. Par contre, si vous les tournez un tout petit peu, voilà, là ça ira mieux déjà dans cette pose là. Il y a des choses à faire aussi au niveau du buste, c'est-à-dire que bon, là aussi de toute façon les maquettes sont très rarement raides, mais si la pose ne convient pas, il faut s'arranger pour que en fait si vous voulez, vous rentrez un petit peu non seulement le ventre, mais vous penchez un petit peu plus le buste. Et faut en fait, faut trouver des poses de culturistes, j'ose dire. Pas forcément pour montrer des muscles avec des robots, c'est complètement ridicule. Mais voilà, vous n'êtes pas droit comme ça avec le robot. Il faut que vous le mettiez dans une pose où en fait on sent qu'il est donc figé, mais d'un instant à l'autre il peut se mettre à bouger, se mettre à avancer, et c'est ce qui importe ici. C'est pas franchement une pose dynamique déjà de base, mais c'est une pose qui annonce finalement un mouvement, qui annonce un mouvement possible. Donc on joue sur cet aspect là, et j'allais dire même sur tout simplement le langage du corps. Voilà. Vous devinez que quelqu'un va aller à droite ou à gauche dans la façon dont les pieds ou les jambes se placent. Vous devinez que si le bras se lève, c'est pour une raison. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui peuvent inconsciemment jouer à ce niveau-là. Ça, c'est une première chose. Et avec les FG, vous pouvez soit le faire de base avec les articulations en présence, c'est encore plus facile avec notamment non pas les first grade de Gundam Seed, mais je pensais à Gundam 00. Et donc si c'est pas suffisant, éventuellement vous pouvez découper les pièces au niveau des articulations et les replacer, et éventuellement remplacer la pièce en question. C'est ce que j'ai fait notamment sur la maquette d'un jean marron, où les bras étaient comme ça d'un côté et de l'autre, et j'en ai plié un. J'ai remplacé tout simplement l'articulation ici dans le bras, et je l'ai placé de telle manière à lui faire tenir un personnage. Voilà, alors c'était tout bête, ça n'a absolument pas changé le reste de la pose du mecha, mais ça fait toute la différence, ça fait vraiment toute la différence. Donc pour le first grade, vous pouvez faire ce genre de choses. De même pour des mechas qui forcément ne sont pas articulés comme un robot avec des bras, des jambes, une tête, etc. Ça peut sembler idiot, mais par exemple si vous avez une voiture, qu'elle soit au 1.43 ou un 24, déplacer les roues avant dans un sens ou dans un autre, là aussi ça indique éventuellement un mouvement, quelque chose. Vous pouvez même insister sur cet aspect là en faisant des marques de pneus, des marques de passage dans la terre, sur la route ou quoi, du diorama que vous allez représenter. Et là du coup vous n'allez pas représenter le mouvement, mais le fait que la voiture s'est déplacée d'un point à un autre. Là elle est garée, là elle est placée, peut-être même vous pouvez rajouter des effets pour faire croire qu'elle est en plein mouvement. Donc là comment dirais-je, les solutions ne manquent pas, que ce soit avec un petit peu de watt, faire finalement des gravillons qui sont en train de sauter sur le bas-côté, j'en sais rien. Mais le fait est que déjà ça c'est pas mal. Mais il y a un autre aspect aussi à prendre en compte, c'est l'environnement. Parce que robot ou voiture ou train ou avion,
si vous ne mettez pas ça dans un certain environnement, finalement, je ne vais pas dire que ça ne sert à pas grand chose, mais ça ne sera pas le même résultat. Donc ce que j'ai dit sur la pose du méca en first grade ou de la voiture, ça reste valable si vous l'exposez tel quel, mais si vous faites un diorama, vous ajoutez des éléments extérieurs qui permettent d'agir comme en dessin par exemple, des éléments inconscients qui forment des points de fuite et qui donnent finalement non seulement une notion d'échelle, une notion d'environnement, on est dehors, on est dans un milieu fermé, etc. Et on observera que si vous faites un diorama, on va dire carré par exemple, un truc tout bête, vous pouvez faire des dioramas ou des bases de dioramas assez facilement avec les restes de boîtiers CD. Alors je sais que maintenant ça se fait plus, que les gens n'achètent plus ces trucs là, mais vous pouvez certainement en trouver assez facilement. Mais si vous faites quelque chose de carré façon boîtier CD, si vous mettez le méca ou la voiture droite par rapport au côté de ce carré, et ben étrangement en fait vous ne participez pas à la notion finalement d'univers ouvert qui dépasse ce cadre là, ça enferme le sujet dans ce cadre là. Donc arrangez-vous pour déplacer finalement par exemple le tarmac pour un avion, faites des traits sur le sol qui indiquent en fait que le sujet dépasse le cadre de ce diorama déjà. Mais ensuite ne mettez jamais une voiture, un avion, un tank ou quoi que ce soit droit par rapport au bord de votre diorama, à supposer qu'il soit carré ou rectangulaire. S'il est rond, c'est autre chose. Mais ne le mettez jamais droit ou parallèle aux côtés de votre diorama, sauf si ça sert votre sujet. Exemple, bien évidemment, si vous avez une base rectangulaire pour poser un train, il serait ridicule de le mettre de côté, puisque de toute façon ça va représenter le ballast, ça va représenter les rails, ça va représenter quelque chose où on devine que cet objet là de toute façon va rouler sur ce tarmac et ses rails. Mais pour tout autre sujet, vous mettez ça légèrement de biais et vous allez voir que ça améliore tout de suite les choses, parce que encore une fois vous agrandissez le sujet, vous indiquez très clairement que tout comme dans un tableau, tout comme dans un dessin, tout comme dans une case de BD, le sujet dépasse très clairement le sujet de la case, de la page, et du coup vous racontez une histoire qui n'est pas fermée dans un sujet, sauf si vous voulez que ce soit vraiment fermé, mais bon ça c'est à vous de voir. Moi je pense que ça serait un petit peu dommage. C'est d'ailleurs valable aussi pour les bateaux, en fait pour tout objet. Même pour les figurines, même si c'est tentant de mettre une figurine bien droite, bien parallèle à un sujet. On remarquera d'ailleurs que ce soit buste ou figurine, souvent les personnes qui les mettent en situation, qui les mettent sur un socle, choisissent de faire un socle qui est ovale ou rond, assez rarement carré. C'est valable pour tout, alors que par exemple on peut avoir des bases carrées pour des figurines de jeux de rôle, des figurines de Warhammer 40 000. Moi j'ai connu des socles qui étaient carrés et qui permettaient de déplacer les figurines, les pions j'allais dire, sur une table de jeu qui est forcément carrée, mais finalement c'est imposé un peu de lui-même le fait d'avoir des figurines avec des socles ronds, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui pour autant vont se placer quand même dans des cases carrées qui permettent de calculer les distances, de calculer les mouvements de ces figurines sur un plateau plus facilement. Hein, voilà. Pour autant, c'est des socles ronds qui sont placés
Éventuellement, si ce sont des ensembles de figurines ou d'armées, on va revenir sur des socles carrés ou rectangulaires, mais vous remarquerez que c'est plutôt rond. Voilà, donc ça participe justement de cette mise en scène de la figurine et de l'objet miniature. Et donc pour en revenir au mecha, pas forcément Gunpla, hein, mais au mecha, le fait est que maintenant on a de plus en plus de maquettes qui sont extrêmement articulées et qui permettent de faire des poses dynamiques de fou. Et quand je dis dynamique, ça ne veut pas dire des poses de combat, des poses où ça marche, où ça court ou quoi, non. Par exemple, ça peut être tout simplement ce qu'il est possible de faire maintenant, qui était très difficile avant avec les maquettes, j'allais dire à l'ancienne. Vous pouvez désormais mettre des mechas, des gunpla éventuellement, à genoux. Voilà, vous pouvez le mettre avec un pied à terre pour une position de sniper, pour une position, j'allais dire passive, où le mecha va mettre un genou à terre pour permettre à son pilote de descendre plus facilement de son mecha. Et ça, c'était un peu difficile avant parce qu'il y avait très peu d'articulation et puis ça permettait pas de faire les poses qu'on voyait dans les dessins animés. Donc un genou à terre. Parfois, par exemple pour le gun canon de Gundam, ils avaient eu la bonne idée pour le premier SGUC de le mettre avec les mains posées sur le sol et lui donner la pose qu'on voit dans le dessin animé où il tire avec ses canons. Ça c'était assez bien pensé. Donc ça c'est le genre de choses que maintenant on peut faire, j'allais dire facilement. Alors je sais que du coup il est tentant de se dire voilà, c'est articulé, autant en profiter. Je rappelle que vos maquettes ne sont pas des jouets, malgré ce que certains pourraient croire. Et donc plus vous les manipulez, plus ils s'abîment, plus ils se fragilisent. Et si vous les avez peints, c'est encore plus évident. Maintenant, si vous les articulez, si vous aimez changer les poses de vos mechas, notamment dans vos vitrines, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les first grade reste valable, à savoir donc écarter les pieds vers l'extérieur, écarter un petit peu les jambes pour qu'elles ne soient pas raides, faites en sorte que les bras ne soient pas raides non plus, mais un petit peu pliés et éventuellement vers l'arrière comme ça, tournez les poings, les mains un petit peu vers l'extérieur et déjà c'est pas mal. Ajouter un petit point de détail tout bête dont j'ai pas parlé encore, à savoir essayer de voir ce que donne la tête si au lieu de la laisser droite, vous baissez un tout petit peu le menton. Et déjà ça améliore franchement les choses. Maintenant il y a les mechas qui sont avec des armes, voire des armes lourdes. Donc là c'est encore autre chose. Il faut savoir placer son arme, la placer de façon réaliste. C'est un peu difficile avec les mechas qui ont des canons et des armes de partout. Mais là aussi comprenez bien que vous pouvez faire parler justement inconsciemment les poses et le langage du corps. D'habitude en fait vous tirez et vous visez finalement sur une cible que vous voyez. Donc si vous mettez un mecha avec un gun qui est pointé vers un endroit, évitez de placer la tête de l'autre côté, ça rime à rien. Donc vous allez forcément placer la tête avec les yeux qui tournent, ou les capteurs, les caméras qui tournent vers l'endroit où on cible. Ça me semble évident, mais c'est toujours bon à rappeler. Ça c'est quelque chose à faire de toute façon de base. De même, même s'il est tentant avec les Freedom, avec les trucs avec des fanels et tout ça, le RX93 ou quoi, d'avoir des trucs qui tirent de partout là, non seulement c'est assez difficile à représenter parce que souvent ils tirent sur des cibles lointaines et donc couvrent un périmètre quand même assez grand, beaucoup plus grand que le sujet maquette lui-même. Mais là encore, justement, vous pouvez faire en sorte de faire imaginer qu'il y a différentes cibles à droite, à gauche, avec les canons posés ici et là. De même, un mecha bipède, tripède, quadripède, on devine
que ça marche. Autant pour les chenilles d'un char, les roues d'une voiture, à part avec un diorama où on va marquer justement le sol avec des indications qui prouvent que ça a roulé ou ça s'est déplacé à tel ou tel endroit. Vous pouvez éventuellement faire des traces de pas dans des dioramas pour les mechas, ça c'est quelque chose qui est souvent oublié. Mais un méca ça a un certain poids, donc ça a forcément comment dirais-je, une certaine influence sur le sol et sur la surface sur laquelle il bouge, même si c'est en métal, et éventuellement il va pouvoir déplacer de la poussière ou quoi, mais le fait est que vous pouvez indiquer déjà sur le diorama les pas qu'il aura fait, mais essayer de lui trouver éventuellement une pose dynamique qui implique un mouvement. Donc toujours avoir au moins un pied bien au sol, un autre un petit peu soulevé éventuellement en arrière, parce qu'en avant ça le fait pas, mais un petit peu en arrière, l'autre qui est à plat. Déjà vous imprimez un mouvement à votre méca, mais là encore les pieds ne suffisent pas. Si c'est uniquement les pieds que le reste du robot est raide, ça n'ira pas. Donc pensez que de toute façon il y aura forcément un mouvement au niveau du bassin, éventuellement un petit mouvement des épaules si le buste est articulé, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là pareil, la tête va jouer un rôle, c'est-à-dire que si c'est pas les épaules qui sont bougées, bougez aussi la tête et vous imprimez un mouvement et surtout une idée de mouvement et d'indication de la direction que va prendre le méca. Là vous voyez, on parle même pas de position de combat, de pose ultra dynamique du style il saute et il court partout ou quoi. Là je vous parle uniquement de marche, c'est pas forcément une position martiale, même si c'est possible. Là je pense immédiatement aux astraits qui sont très clairement indiqués comme cela dans Gundam Seed, hein, immédiatement avec des poses martiales. Même la façon dont sont placés les points, s'ils sont fermés, s'ils sont comme ça, s'ils sont comme ça, voilà, va impliquer de toute façon un certain nombre d'actions. Mais moi j'aime beaucoup franchement les poses, j'allais dire semi-dynamiques, qui implique qu'il s'est passé quelque chose. On a un genou à terre, on est debout mais on porte l'arme d'une certaine façon. Enfin voilà, ces poses. Ces pauses qui sont des pauses entre deux actions éventuellement et qui peuvent raconter une histoire. Essayez de raconter une histoire avec la pose que vous donnez à votre figurine ou même à votre voiture, à votre avion, à votre bateau, à ce que vous voulez. Encore une fois, l'environnement va y jouer énormément, mais ça peut le faire. Par exemple, si vous avez un sniper, lui rajouter comment dirais-je, un filet de camouflage, ça peut le faire. Le placer entouré d'arbres, même si c'est pour un robot géant, c'est quand même pas évident de trouver des arbres de 18 ou 25 mètres de haut pour se cacher derrière, mais des effleurements rocheux, ça c'est aussi important. Alors là, il y a aussi un autre aspect qui est quand même important, c'est pose dynamique ou non. N'oubliez jamais, ce dont je vous ai déjà parlé, les rapports d'échelle. Si vous faites des arbres trop grands par rapport à un méca qui fait 18 ou 25 mètres de haut, alors je sais qu'il y a des arbres qui peuvent être très grands, qui peuvent être très gros, mais c'est pas le cas partout, et surtout si vous voulez faire en sorte que ce soit réaliste et qu'on pense qu'effectivement là ces arbres indiquent une échelle, un 144, un centième, un 72, un 48, ce que vous voulez, essayez de penser quand même à ça. Et c'est pareil pour les rochers, c'est pareil pour le sol. Si vous faites de l'herbe qui ressemble à de la pelouse, vous n'allez pas faire croire que c'est dans la jungle. Bon, ça c'est d'autres aspects, mais bon, le fait est que les poses à donner à vos miniatures, c'est quand même extrêmement important. Se rajoute à cela les poses, j'allais dire, en 0G. En 0G, donc dans l'espace, donc c'est pas toujours évident de savoir comment placer un vaisseau spatial, de comment savoir placer un méca qui flotte dans l'espace. Ou quoi que ce soit. Donc pour le méca, au moins on a la satisfaction éventuellement de le mettre à côté d'une épave, à côté
d'un astéroïde, d'un astre quelconque, et éventuellement de jouer sur justement non pas le rapport d'échelle, mais par exemple tricher sur les notions de haut et bas. Donc n'oubliez jamais que si c'est en 0G, éventuellement, par exemple les semelles, les pieds vont avoir éventuellement la pointe des pieds vers le bas pour indiquer qu'il n'y a pas de surface sur laquelle il est posé. Et puis surtout là, du coup, vous pouvez déployer le méca. Les bras seront plus volontiers un petit peu en hauteur et non pas sur le côté du corps, sauf si c'est pour donner une pose vraiment, comment dirais-je, martiale. Mais voilà, vous pouvez jouer sur cet aspect-là. N'hésitez pas à faire comprendre que là, on n'est pas dans un domaine où la gravité influe sur justement la position des membres de ce méca. De même pour un vaisseau spatial, rien ne vous oblige à le mettre à l'horizontale. C'est ce que l'on voit souvent dans les films, ce qu'on voit souvent dans même les séries d'animation japonaises, mais rien ne vous oblige à faire ça. Vous pouvez le mettre en hauteur et qui décolle comme une fusée, vous pouvez le mettre de biais, etc. Et là, si l'environnement semble facile à reproduire, puisque l'espace, bon, c'est sombre, voilà, éventuellement il y a quelques étoiles, etc., vous pouvez vous contenter éventuellement d'une photo ou une carte postale. Mais le fait est que là aussi, les choses peuvent être très différentes dans la façon de percevoir l'objet. Ça a été le cas par exemple sur l'Enterprise détruit que j'ai fait et qui représente l'Enterprise détruite du film La recherche de Spock, le troisième film de Star Trek, où l'Enterprise est détruit et ce qu'il en reste fonce vers la planète Genesis et brûle dans l'atmosphère. Et alors que beaucoup de personnes, y compris les personnes chez Christie's qui ont vendu la maquette de tournage, ont tendance à mettre l'Enterprise quand même à l'horizontale, même si la soucoupe est en grande partie détruite, moi j'ai eu l'idée en fait d'utiliser des tiges que j'ai mis sur justement un socle en bois rond, qui pouvait rappeler éventuellement la soucoupe. Ça a l'air de rien, mais le fait que ce soit rond plutôt que carré, ça joue énormément aussi. Et donc ces tiges permettaient de tenir le secondary hull et de faire plonger en fait l'Enterprise vers le bas, même si on est dans l'espace. Et donc ça donne finalement quelque part une pose dynamique à ce vaisseau, puisqu'on sait qu'il est en train de plonger. En plus de ça, j'ai peint avec, j'allais dire les lignes de vitesse, mais en fait, c'est tout simplement les éléments qui sont en train de brûler dans l'atmosphère et ça fait forcément des traces. Donc, j'ai joué sur ces aspects-là et le fait que ce soit vers le bas implique une chute. Voilà, c'est inconscient. C'est immédiatement acquis. Voilà, cet objet est un objet qui vient d'exploser, qui est en train de brûler et qui plonge quelque part. On devine éventuellement une planète. Donc là déjà, vous voyez, c'est tout simple, mais ça fonctionne. Pour continuer sur les vaisseaux, encore une fois, rien ne vous oblige à mettre à l'horizontale, mais vous pouvez éventuellement le placer un petit peu de côté, un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas, comme vous voulez. Mais encore une fois, vous imprimez un mouvement, une direction à votre objet, et votre socle peut tout simplement être noir pour représenter l'espace ou quoi, mais on devine que de toute façon c'est un objet qui est en gravité zéro, donc c'est pas grave. Évitez cependant de mettre trop de, comment dirais-je, d'éléments qui suggèrent que c'est porté quelque part. Essayez de cacher ces éléments là. Si vous pouvez tricher sur ce genre de choses, ça peut donner quelque chose d'assez aérien et ça c'est pas mal. Il y a beaucoup de maquettes que j'ai vues qui avaient trop de tiges pour tenir des éléments. En fait ça dessert le sujet très clairement. Et par contre, des objets qui tiennent sur un seul point, sur un socle, et tout le reste est finalement déployé dans un volume, ça donne un côté aérien, un côté vraiment léger.
Et c'est souvent comme ça pour certaines figurines, par exemple de A My Goddess. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors ça demande un peu de préparation, de tigeage, si j'ose utiliser un terme comme ça français, en fait c'est du pinning. Vous allez utiliser finalement une armature ou une tige en métal qui est bien placée sur un socle, et le reste en fait est parcouru dans l'objet, dans la figurine ou quoi, pour lui assurer une bonne tenue, qu'elle tienne bien et qu'elle ne bouge pas. Donc ça demande un petit peu de préparation, mais c'est aussi de la mise en scène. Voilà. Donc c'est le genre d'aspect que moi je trouve important, qui n'est pas toujours compris ni correctement établi quand il y a des expositions. Pensez-y, pensez volume, pensez pause dynamique, pause, pensez environnement, et vous allez voir que vous allez pouvoir sublimer l'objet. Et encore une fois, c'est valable aussi bien pour les maquettes que les jouets, que pour les robots, que pour les figurines, ou même une simple voiture, un train, un avion ou un bateau. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop long et que ça vous a donné des idées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, ce que vous avez pensé de ce sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau vlog.